You like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonsoir à tous, bienvenue dans Sky is the Limit, un podcast qui parle de whisky comme son nom l'indique subtilement. Je ne suis pas Julien, je l'ai enfermé dans la cave et j'ai pris les rênes de l'émission. Je suis Emeric, j'ai déjà participé aux 2 premiers épisodes et avec moi dans le studio virtuel pour cette fois, je suis avec Blast. Bonsoir Blast, peux-tu te présenter? Bonjour, quelques bonsoir, mots bon après-midi, comme dit Fab Florent, parce que c'est du podcast, hein, donc on ne sait Oui. pas quand on nous écoute. Me présenter, oui, je suis Blast du podcast Les Sondiers, et voilà, c'est un podcast qui parle de son, de technique du son, de home studio, et on fait du son, comme ça. D'accord. Avec nous se trouve aussi Lisa. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis tombée dans le monde du podcast un petit peu par hasard en parlant de règles avec mes copines. Et oui, je parle bien de règles, les menstruations, pas les règles et les équerres. Et voilà, du coup, je participe au podcast La Menstruelle sur les règles. On sort à chaque pleine lune parce que pourquoi pas, c'est rigolo. Donc à faire, ouais. Un podcast du label Podcut comme Sky is the Limit en tout. Voilà. C'est le bon de le rappeler. Et enfin, pour compléter cette table ronde qui est virtuelle et ronde, et carrée. Et tout ce carré, qu'on veut, finalement, on est vu qu'elle 4. est virtuelle. Hugo, bonsoir, bonjour Hugo. Bonjour à tous. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors moi je suis créateur du label En toute mauvaise foi où il y a très peu de podcasts pour l'instant mais on y croit un peu et je suis co-créateur de Adapte-moi si tu peux qui est présenté maintenant par Victoire. Donc c'est un podcast où on compare les adaptations des livres en film et en série. Ok. Toi, ce n'est pas ta première fois, il me semble. Ah non, j'ai participé à l'épisode sur le whisky suédois dont j'ai oublié le nom. Moi aussi, c'est pareil. Mais je ne pourrais pas le prononcer de toute façon. C'était Ou quel il était épisode? prononçable, je ne sais plus. C'était le précédent, le 2. Justement, Lisa et Blast, c'est votre première fois. On a tous une première fois avec le whisky, enfin 2 premières fois avec le whisky. On va dire la mauvaise et la bonne. La mauvaise en général, c'est en la mélangeant avec un soda. Lisa, quelles ont été tes 2 premières fois avec le whisky? Moi finalement j'en ai qu'une parce que j'ai jamais eu la mauvaise, la chance. le coca, whisky, ce genre de truc, ça a jamais Elle ne été... boit que du Ballantines. Non, c'est que je ne buvais pas d'alcool jusqu'à mes 26 ans, peut-être 25 ans. J'ai commencé vers 25 ans à boire quelques vins hyper sucrés, absolument dégueulasses. Ah, Et du coup, toutes les années où tous mes potes sortaient et ils se rinçaient tous au whisky coca, au rhum coca et à tout ce que tu veux, moi, je buvais du Perrier ou jus d'orange ou un truc comme ça. Donc du coup, c'était toujours moi Sam, c'était toujours moi qui ramenais tout le monde en voiture. Mais ça m'a permis d'éviter les cuites au whisky et ce genre de mélange pas très heureux. Et du coup, j'ai plutôt qu'une bonne expérience, même si au début, j'ai eu un peu du mal à m'habituer au goût. C'était justement avec le whisky de ce soir, la Burlor, et ça tombe bien. qu'on m'avait conseillé. Et du coup, je l'ai testé. Au début, j'ai eu du mal parce que j'étais pas habituée aux alcools forts. Je n'étais pas habituée à l'alcool tout court. Et finalement, après l'avoir mis de côté, avoir découvert d'autres whiskies, je suis plutôt revenue vers la Burlor en me disant « Ah, finalement, c'était pas si dégueulasse, quoi. » Ok, merci pour ce témoignage. Blast, toi, quelles ont été tes premières fois? Alors moi j'ai eu une mauvaise première fois et puis ensuite j'ai eu une bonne première fois. Alors la première, tout le monde connaît ça, hein, c'est boîte de nuit dans un petit patelin de 5000 habitants.
prendre une bouteille de whisky avait l'avantage, c'est que du coup, le coca était gratuit. Et comme il faisait très chaud dans cette boîte, ben, on avait une bouteille de whisky qu'on se partageait et on le noyait de whisky. C'était pas spécialement bon, mais c'était pas cher finalement l'un dans l'autre. Ça faisait son Euh, office. j'ai pas dit qu'on a été, enfin, j'irais pas dire qu'on a été jusqu'à se saouler, quoique ça m'est déjà arrivé de rentrer vraiment malade. Euh, et voilà, donc finalement, c'était pas spécialement une bonne expérience et je me suis arrêté pendant plusieurs années de boire du whisky tout court. Et beaucoup plus tard, effectivement, je pense que c'était vers 24-25 ans, j'ai eu des collègues britanniques qui m'ont initié en douceur au whisky. Alors, c'était pas de la Berlour, mais c'était un Speyside, c'était du Cardoux, qui est aussi très très bien pour déguster. Je pense que la Berlour est un bon whisky pour déguster. Et puis après, on a été dans d'autres choses un petit peu plus proches des îles. On a goûté du Talisker, les Islay, et puis quelques Highlands. Et voilà. Donc après, j'ai mis le nez dedans et j'ai plus jamais vraiment arrêté. On peut pas dire que je boive beaucoup de whisky, mais j'aime bien, quand on lance l'émission des sondiers le lundi soir, me boire un petit whisky pour le plaisir, le déguster. Ah, donc ouais, une bonne deuxième première fois, bien, Oui, bien riche. oui, parce que j'ai vraiment été initié par ces camarades qui avaient eux-mêmes des petites collections assez sympas. Donc, on allait passer des soirées entre collègues chez les uns ou chez les autres. Et il y avait vraiment cet esprit de déguster tout doucement 1 centilitre, 2 centilitres maximum de 1 ou 2 ou 3 whisky pour pouvoir les comparer, pour pouvoir avancer, essentiellement en D'accord. digestif. Donc, ça a été vraiment une initiation de la part d'experts vers quelqu'un qui avait vraiment envie de déguster ces choses-là. Et donc, j'ai vraiment pris plaisir et maintenant, je me suis fait moi-même une petite collection qui commence à avoir une petite trentaine de bouteilles. Ah ouais, quand même, ça rigole pas là. Ah oui. Oui, mais bon, j'ai commencé à 25 ans, j'en ai le double, ça va. Ouais, J'ai vidé Moi- quelques bouteilles entre-temps, mais je les bois pas vite, donc j'ai quand même assez rapidement un joli petit choix. Là, j'en ai 3, je suis déjà content. Oui, non, mais c'est bien, c'est déjà pas mal d'avoir une petite palette en fonction de ton humeur, en fonction de... C'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, ce que je me suis dit, c'est bah, celui-là, il est pas mal. Je vais pas vider la bouteille. On va goûter à autre chose. Et puis, du coup, j'avais des bouteilles qui faisaient. Il en restait un tiers de la bouteille. Et c'est encore un peu le cas. Donc, du coup, progressivement, ça permet d'avoir de plus en plus de choix et de se dire ah, aujourd'hui, il fait chaud. C'est le midi. On est en digestif. Je vais prendre celui-là. Voilà. Tiens, d'ailleurs, est-ce que dans les semaines qui ont précédé, vous avez découvert ou redécouvert un whisky dont vous souhaitez partager l'expérience? Tiens, on va commencer par Hugo qui avait déjà raconté ses premières fois la dernière fois. Ah oui, pour ça, il faudra écouter l'épisode d'avant, si vous ne l'avez pas encore fait. Oui. Alors moi, j'ai redécouvert en quelque sorte un whisky qui s'appelle l'Amroot Fusion. Je ne sais pas si vous connaissez, Non. qui est une marque de whisky indien. Et en fait, l'Amroot Ah. Fusion est fait à 50% avec de l'orge maltais tourbé d'Écosse et 50% d'orge de l'Himalaya. Et en fait, D'accord. ça fait un mélange qui est assez agressif au début, pas dans le mauvais sens du terme, mais bon, faut déjà avoir commencé un peu le Un whisky peu d'expérience, pour commencer, voilà, par l'Amroot, quoi. Mais en fait, c'est un final qui est vraiment assez particulier, qui mélange à la fois un très léger goût de tourbe typique des Écosses, mais en fait avec derrière des fruits tropicaux, comme de la mangue ou ce genre de D'accord. choses. Et c'est vraiment assez intéressant à goûter, surtout qu'il est vieilli à température tropicale. Et du coup, il est vieilli Ah, que d'accord. 4 ans. Et en fait, ça donne un Ah mélange oui, ça qui est, vieillit plus vite, ouais. voilà, et un mélange qui est assez atypique et que je recommande. Et par contre, on est sur de souvenir 50 degrés. Hein. On n'est pas sur un truc de débutant. Mais, à un prix relativement abordable, je trouve. Mais c'est mieux de le goûter chez quelqu'un au cas où vous n'aimez pas. Oui, tant qu'à faire. Ok. Bon, quand est-ce qu'on vient chez toi pour essayer? Ah bah quand tu veux, hein, écoute. Blast, un petit whisky que tu voudrais recommander? Ouais, moi j'habite la Belgique et je m'étais jamais posé la question s'il y avait des whiskies belges. On sait qu'il y a des whiskies maintenant de plus en plus un petit peu partout. Et j'ai goûté pas mal de whisky français
évidemment japonais, américain, bon voilà. Et j'ai découvert et dégusté avec énormément de plaisir le Gauden Carolus. Gauden, c'est doré. Ah oui, j'en ai entendu Euh, parler. et c'est un single malt et c'est absolument délicieux. C'est très parfumé. Il a une magnifique couleur. Il est vraiment une très très belle surprise. Un bon whisky, pas compliqué à déguster, qui déborde pas dans tous les sens, qui est bien bien fait, bien maturé. Franchement, chouette. Très Et c'est chouette. par, Et puis, par ceux qui font la Carolus, la c'est gamme de tout à bière. fait. C'est ceux qui sont spécialistes de la bière et donc qui sont mis à faire du whisky. Voilà. Et c'est vraiment délicieux, très très chouette, très agréable. Je recommande si vous avez l'occasion Ouais, je d'en note. trouver, ou bien sinon c'est pareil, vous passez à la maison, je vous ferai Si goûter. tu viens goûter l'Amroute, Je prends-le viens avec ma toi. bouteille. Lisa, un whisky à partager, à faire découvrir ou redécouvrir? Pas vraiment, parce que de mon côté, finalement, j'ai découvert le whisky il y a à peu près 3 ans. Il y a eu des périodes où ça me désintéressait complètement, donc je me suis pas vraiment penchée sur les bouteilles que je pouvais découvrir. Et au final, je suis pour l'instant restée sur des choses très classiques. D'accord. Donc des Nika, des Jura, des choses comme ça. Mais on m'a offert une super jolie bouteille enfin, moi en tout cas, je la trouve super jolie pour Noël. C'est un. Alors, j'ai noté le nom parce que c'est un nom japonais. C'est un Miyagi-Kyo. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette bouteille. Donc, un single malt. Et en En termes single en plus, ah oui, c'est rare. d'équilibre entre la force de l'alcool, les arômes, les notes, c'est parfait. C'est vraiment le whisky que je me réserve quand j'ai passé soit une très bonne journée, soit une très mauvaise journée, que je suis tranquillement en train de rentrer chez moi, je me pose et là je dis mais allez tous vous faire cuire un œuf. Je suis tranquille, enfermée chez moi, dans mon canapé avec de la musique et je sors, je me sors un petit verre. Et voilà, c'est vraiment le moment genre D'accord. détente, quoi. Le parfait whisky de décompression. Exactement. Ça évite, Ok. de taper sur quelque chose ou sur quelqu'un dans une salle de boxe ou pas. Ok. Et ben moi, pour ma part, je n'ai pas bu spécialement de whisky exceptionnel ces derniers temps. Je me suis refait il n'y a pas longtemps un petit verre de Glenfiddich que j'ai dans ma toute petite cave de 2 whisky, 3 maintenant avec la Burlor. Ah bah voilà. Et le Glenfiddich, toujours fidèle à lui-même, très agréable. C'est lequel? Pareil. Si je suis pas. Je Oui, sais il y en a beaucoup plus. les Glenfiddich. Ouais. C'est je crois un des plus basiques, le plus simple. J'ai pas la bouteille sous les yeux, je ne sais pas lequel c'est. Ouais, là aussi, ce sont des bons whisky pour pas se prendre la tête des choses qui sont bien faites, tout simplement. Tout à fait. On va passer à la rubrique Actu qu'on a inaugurée à l'épisode précédent. Donc je vais vous dire quelques petites actus et puis vous réagissez directement comme vous le sentez. Donc on va commencer avec la première que Julien nous a notée, c'est que Bob Dylan fait un whisky qui s'appelle le Evansdore. Quel nom surprenant de la part de Bob Dylan. Ouais, ouais. Sans commentaire, l'autoréférence, quoi. En fait, c'est carrément un concept de distillerie, salle de concert, restaurant, bibliothèque. Église. Oui, alors ça ressemble à une église. Alors oui, en fait, oui, c'est ça. Ah, apparemment, il y a même une oui, église dedans, un truc bien américain. Voilà, donc ça s'appelle la Evansdore Distillery and Center for Arts, avec mon accent anglais parfait. Ouais, peut-être que finalement ça rapproche du divin, hein, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, nous on essaye, c'est sûr. Ouais, bah quitte à y aller, ouais, autant y aller avec un bon whisky. Carrément. Voilà, donc. Ouais, l'idée Dieu est d'un un bar amateur avec de whisky, hein. l'idée d'un bar avec une bibliothèque, avec la possibilité de se poser et de lire tranquillement, j'ai déjà testé, c'est vraiment agréable. Hein. Ça permet aussi de prendre son temps et Après, ça fait très image d'Épinal dans les fauteuils en cuir avec la bouteille de whisky à la main, le cigare dans l'autre. Ouais, j'allais dire le cigare. Ouais. Genre Gentleman's Only Club, tu vois, ce genre de ça fait choses. ça, ouais, très british. Tout à fait. Ouais, bah moi
j'ai toujours un peu du mal avec ces stars qui se découvrent des passions. Puis alors en plus, il le vend. Il dit ah, on va boire que les meilleurs whisky ici. Il vend son truc à donf. Mais ça me fait toujours un peu sourire. C'est comme Motorhead qui sort sa bière, quoi. On n'a jamais non plus des produits incroyables et c'est souvent plus pour avoir le nom sur l'étiquette plus qu'autre chose, quoi. Ah, moi, je reste curieux. Ah oui. Si un jour j'ai l'occasion de goûter, je tenterai. Après, je n'irai pas jusqu'à acheter la bouteille juste pour goûter, mais quitte si un jour je passe à Nashville. C'est ça, j'allais dire. Il faut je avoir me dis, l'occasion de passer à Nashville, quoi. Je me dis à l'inverse Parce que c'est vendu qu'à Nashville. Sa distillerie, en tout cas, est à Nashville. Nashville, oui. Mais moi, ce que je me dis, c'est que en même temps, il a certainement pas besoin de ça. Donc, s'il le fait, c'est que il a probablement un vrai plaisir pour le whisky. Il serait mis à faire autre chose, ce serait vrai. Donc, je pense qu'il y a il y a probablement une part de sincérité derrière. Maintenant, elle est peut-être un petit peu poussée à l'américaine, un peu poussée à fond. C'est vrai que quand on voit les photos du concept de la distillerie avec l'énorme église devant, ça fait toujours... C'est peut-être justement le fait qu'il ait la possibilité de le faire, il va à fond dans le concept et il s'amuse, quoi. Je pense, ça ressemble plus à j'ai envie de m'amuser, j'en ai les moyens, j'aime le whisky, probablement, j'espère que c'est le cas. Ouais. Et ben j'y vais à fond et je fais un truc qui va dépoter parce que j'ai pas de soucis financiers pour le faire. Donc je pense que les Américains, ils sont les rois pour faire du marketing sincère. Ah bah oui, bien sûr, oui, ils font pas les choses à moitié. Ils savent bien mêler les trucs qui vont pas ensemble. Alors, on va quitter l'Amérique et passer en Suisse, où s'ouvre le deuxième plus grand bar à whisky du monde, carrément le temple du whisky à Carouge, plus de 700 bouteilles. Donc après l'église, on passe à un temple, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Très biblique, hein, quand même. Oui, très. Donc c'est inauguré en 75 et tenu par le fils du fondateur. Quand ils disent le plus grand, c'est la taille, c'est la quantité de whisky disponible. Je pense que c'est au nombre de bouteilles. Au choix. 700 bouteilles, après, ça fait quand même un sacré choix. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 700 bouteilles ? Enfin, c'est toujours pareil. Est-ce que tu vas pas tout le temps goûter les mêmes ? On a tendance, je pense, à revenir sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on connaît. Après, avec un choix pareil, j'imagine que si on devient un habitué, le faut prendre la carte et faire ça au pif. saura nous guider pour faire découvrir des choses et sortir des sentiers battus. J'espère qu'ils ont des bons sommeliers du whisky. Oui, on peut l'imaginer. Est-ce qu'ils ont goûté les 700 bouteilles ? Parce que ça prend du temps. Quand même. Ça doit être pas mal, ça. Oui, j'aimerais bien voir ce que c'est une séance remise à niveau du palais pour se remettre au point. Alors apparemment, il n'y a pas que des whiskies d'Écosse, il y a des whiskies d'Irlande, États-Unis, Japon. Bah oui, dans la mesure où ils sont en Suisse, donc neutre, on va le dire, ils ont la possibilité d'aller choisir d'aller chercher partout. Ils n'ont pas cette sensation obligée de ne servir que des whiskies régionaux. Par contre, c'est l'endroit parfait pour faire du blind test de whisky. Hein. Ah ouais. Oui, attends, avec 700, comment est-ce que tu peux imaginer que tu vas te dire ah oui, alors là, c'est ce modèle, ce nombre d'années de maturation, quel fut trop compliqué, à mon avis. Même avec 3 bouteilles, j'ai du mal. Hein. Ouais, ceci dit, non, c'est vrai qu'au moins, tu peux commencer à affiner, mais aller dans le détail sur 700 bouteilles, c'est chaud. Sur une vingtaine, on y arrive un petit peu. Pas totalement, mais un petit peu quand même. Disons qu'on est capable de sortir les grandes régions, les spécificités, se douter si on a un truc très très tourbeux qui vient probablement pas d'Irlande, des choses comme ça. Après, moi, j'avoue que je sais pas si c'est le genre d'endroit où j'aurais envie d'aller parce que vu que je suis assez novice dans le whisky, je me dis que j'ai d'abord envie de tester les classiques avant de m'orienter vers quelque chose d'hyper original. Oui, se forger un petit peu. Les basiques et ensuite on verra. Mais moi, j'ai un caviste pas bien loin de chez moi qui a organisé des sessions de dégustation avec, donc pour la soirée, on a 5 petits verres de 1 centilitre de 5 whiskies différents qui vont être expliqués avec un ordre de dégustation recommandé et quelqu'un qui donne une sorte de mini-cours de dégustation. Et pour les débutants, c'est très très chouette pour
élargir très très vite son palais, aller trouver des points communs, des choses bien spécifiques, et le tout avec une carte qui indique, voilà, ça vient du Speyside, ça vient des Highlands, ça vient Ça te de permet Rayleigh. de comprendre en fait ce qu'on consomme, rien que ça. Oui, tout à fait. Ça permet de créer très rapidement. Donc, ils font des soirées régulièrement avec à chaque fois des whiskies différents qu'ils choisissent eux-mêmes. Et on sait qu'à la fin de ça, on va avoir une vision un petit peu plus vaste du monde des whiskies. Et je trouve que c'est vachement bien fait, intéressant. Et bon, on aura bu sur la soirée 5 centilitres de whisky. C'est pas avec ça qu'on est sous. Et donc, du coup, on peut garder la tête bien fraîche, le nez n'est pas encore trop chargé. Au-delà de 5, ça devient vite compliqué parce que le nez est trop chargé, on n'arrive plus à déguster. Et c'est un bon compromis pour se faire accompagner dans l'art de trouver des choses différentes. Et t'as dit que ça se faisait où? Moi, c'est à côté de Bruxelles, c'est pas loin de chez moi. Donc, Je pense que j'essaierai d'en trouver. Je pense que j'essaierai. Mais il y a moyen de trouver des cavistes qui font ce genre de choses. Si tu as des cavistes qui ont un bar associé, ce serait pas étonnant qu'ils aient ce genre de choses, voire même qu'ils le proposent à la carte, quoi. Demander une petite dégustation guidée de la part du barman ou de la barmaid qui sait de quoi elle parle ou il parle et peut te guider sur la dégustation. Certaines boutiques spécialisées le proposent, notamment pour les rhums, mais j'imagine que pour les whiskies aussi, ça se fait. Oui, je l'ai vu aussi par ailleurs dans des bars écossais. Je l'ai vu en Amérique aussi. Donc oui, il y a certainement moyen de trouver. Il faut aller un petit peu les chercher, mais je suis persuadé que ça existe. Là, je me le note, merci. On embraye avec une nouvelle qui n'est pas si nouvelle, puisqu'elle date d'octobre dernier. Un whisky distillé en 1926, conservé dans des fûts pendant plus de 60 ans, a été vendu aux enchères 848 750 livres, soit la modique somme de 947 000 €. C'est pas mal. Dans un fût, donc on parle de quoi, de 200 bouteilles, quelque chose comme ça? Non, c'est une bouteille. Là, c'est juste la bouteille qui est La bouteille? Ok, d'accord, je passe. Ah oui, une bouteille, oui, j'avais pas lu le titre. Bonne, hein. Je croyais que c'était juste le fût, moi. À la rigueur, un fût, bon, on divise, mais... Elle bat au passage une bouteille qui avait du même fût qui avait été vendue $1 million, soit 857 000 €, en mai 2018 à Hong Kong. Donc, ok, d'accord. Ouais. Et on sait qui l'a acheté. Est-ce que c'est un collectionneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit j'achète un truc pour le revendre plus tard? C'est un amateur? L'acheteur vient d'Extrême-Orient. C'est tout ce que l'on sait. Ouais. C'est probablement de la collection. Oui, je suis pas sûr qu'ils la boivent, quoi. Peut-être de la collection, de la spéculation. Oui, c'est de la collection. Ouais. Après, c'est un bon investissement. Il y a peu de chances que ça perde de sa valeur. Donc, de ce fût, en fait, il n'y a que 24 bouteilles qui ont été produites. Ah oui. Et les étiquettes sont conçues par deux artistes pop, 12 par Peter Blake, un artiste britannique, et 12 par un artiste italien, Valerio Adami. Et là, c'est une bouteille avec l'étiquette de Valerio Adami qui a été vendue. Elle est très très belle, l'étiquette d'ailleurs. Oui, on peut le voir sur la photo qu'on mettra en lien dans les notes de l'émission. Et enfin, dernière nouvelle, la brasserie lyonnaise Ninkasi s'était lancée dans le whisky, avait déjà fait un embouteillement en décembre dernier. C'était un whisky avec 100% malt de Pilsen, le même que celui qu'ils utilisent dans leur bière, et vieilli 2 ans en fût de vin blanc et 1 an en fût de Montagny. Ça doit être pas mal, ça. Et donc le Track One avait été mis en vente en décembre 2018. Il a été très vite sold out, complètement tout vendu. Et là, il se relance avec un Track 2 qui est cette fois-ci 90% Pilsen et 10% Tourbé. Mise en vente des pré-réservations le 2 mai et mise en bouteille le 9. Donc, quantité plutôt limitée. Ouais, et au passage, leur bière est déjà très très bonne. Donc, ça serait un plaisir de goûter leur whisky. Avec leur savoir-faire, ça doit être pas mal. Hein. Je confirme.
Ils avaient déjà commencé, je crois, quand ils s'étaient lancés dans les alcools un peu plus forts, dans la vodka. J'ai pas eu l'occasion de goûter. Et ils font aussi un spiritueux de malt et un gin aussi. Donc, ils étendent un petit peu leur expertise. Ok. Donc, rendez-vous le 2 mai pour les pré-réservations si vous êtes intéressé. On a une idée du tarot que ça va donner? Alors, niveau prix, Ouais. c'est 50 € la bouteille de 50 centilitres. Ah, c'est... Ouais, Ok, d'accord. pas de Ouais, l'entrée de gamme. C'est pas... Oui, 6,50 de frais d'expédition. Mais C'est sinon, cadeau. ils seront en vente aussi dans les différentes... parce que c'est une brasserie, ils font aussi restaurant, burger, ok. un peu partout dans Lyon, donc ils seront aussi trouvables, je pense, dans les boutiques. Manger un burger en buvant un whisky. Pas mal, non? C'est possible, oui. On va passer à la dégustation Ah. du whisky du jour. Ah! Donc, Nous j'avais la attendions gorge sèche, ça! là. Débouchons les bouteilles! on va déboucher, se servir, mais d'abord, on va parler un petit peu. Non, tu vas parler. Nous, on va goûter. Je vais parler un c'est petit ça. peu. Je vais faire un petit peu j'allais dire ASMR, mais non, c'est du ASMR whisky. J'ai pas réussi à faire glouter le whisky. Alors, la Berlor, c'est une distillerie écossaise qui existe depuis... Alors, la marque existe depuis 1960... Non, la marque existe depuis 1826. La distillerie d'origine a été détruite dans un incendie et reconstruite en 1879. C'est pour ça qu'ils indiquent 1879 sur leur bouteille. C'est aussi une marque qui appartient à Pernod Ricard. Oui, donc c'est un whisky français, monsieur, un whisky 1974. français. Donc c'est un whisky français distillé en Écosse avec du grain écossais et vieilli en Écosse. Je ne vais pas trop en dire sur son nez et son goût, son palais et ses notes finales avant qu'on déguste. On va d'abord se faire un avis, même si on le connaît quasi tous. Ce qui est intéressant chez eux, c'est la double maturation systématique, ou quasi, je crois qu'elle est quasi Merci systématique. de le rappeler. En tout cas, c'est indiqué sur la bouteille. Donc, ils font une première maturation en fût de Xérès, donc du vin espagnol, et une deuxième maturation en fût de Bourbon. De toute façon, il me semble que pour l'appellation whisky, en tout cas en Écosse, ça ne peut pas être vieilli en fût vierge. Il faut que ce soit un fût déjà utilisé. Alors, j'ai mon coffret, si tu veux, je peux vérifier. Faut que je bouge le micro. C'est toi qu'on a un spécial, non? Ben oui, en fait, je sais pas trop ce que j'ai. Je crois que c'est Alors, le même oui, que vous. à noter, Ouais, toi, t'as il y la a version deux, luxe, alors, vachement, il y a avec deux, plus d'alcool dedans. il y a Ah bah, deux, j'adore il y a ça, deux moi. douzendages. Il y a un douzendage double maturation dans deux fûts et un autre douzendage qui est labellisé non-chill filtered. Ah bah c'est ça que j'ai. Donc il n'a pas eu de filtration. Qui n'a pas été filtré à froid. Et il doit faire 46 degrés, si on a bien vérifié. Tu peux regarder sur la bouteille? Ouais. Moi, je suis à 48. 48, oui. Alors que celui qu'on a, nous, il est à La 40. fiche Wikipédia n'est pas à jour. Et alors, pour l'appellation Single Malt Scotch Whisky, c'est vieillissement en fût de chêne de moins de 700 litres pendant au moins 3 ans. Mhm. Ok. Il n'y a pas plus de... Rien sur le fait que ce soit déjà utilisé. Ok. Eh ben, je vous propose de goûter et de dire Alors moi, ce que l'on en pense. Je vais pas vous accompagner sur la dégustation parce que je suis en déplacement pour le boulot. Ouais, t'as une bonne Et mémoire. non seulement il faut que j'y retourne après, donc je vais éviter d'avoir Ok. quelques grammes dans le sang, et en plus une bouteille dans la petite valise, c'était pas pratique. Donc je vais en rester. Mais t'as une bonne je vais en mémoire, rester tu vas au pouvoir nous souvenir. décrire. D'ailleurs, parle-nous de ton souvenir d'Aberlour, de ce que tu en retiens. Moi, ça a super mal commencé pour le coup. J'avais très envie de découvrir les whiskies parce que mon ex était un amateur et que je me disais pourquoi pas, j'étais curieuse. Je n'étais pas spécialement habituée aux alcools forts en dehors d'un peu de rhum, que j'aimais bien.
Donc je me suis dit, bah, le whisky, ça n'a rien à voir, on va voir ce que ça donne. C'est lui qui m'a conseillé la Burlor, donc c'était du 12 ans. Et bah, j'ai détesté. Je l'ai trouvé, ah ouais, non, mais vraiment, c'était. Puis en plus, j'étais dépitée parce que j'ai acheté une bouteille. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de tester ça dans un bar ou un truc comme ça, j'ai tout de suite confiance aveugle. J'ai fait OK, je suis allée m'acheter une bouteille complète j'ai mis un temps fou à la terminer parce que je l'ai trouvé trop tourbé. Je ne sais pas si c'est un whisky qui est particulièrement tourbé, mais pour moi, c'est vraiment le truc qui écrasait tout le reste. Ça m'est monté directement dans le nez. Enfin, en gros, j'ai pris un premier verre, j'ai engueulé mon mec, j'ai fait: «Mais c'est quoi cette horreur? Tu de me tuer, quoi». Et donc bon, je suis quand même assez têtue, donc j'ai réessayé. Genre sur l'espace de quelques mois, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 3 semaines, je me servais un verre et bah, je suis désolée, c'est vraiment interdit, paraît de dire ça, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de pas finir mon verre, quoi, et de le vider dans l'évier Et et est-ce que en ça mode, finit par faire syndrome de Stockholm et tu t'y es attaché? Alors non, j'ai finalement abandonné la Burlor. J'ai découvert les whiskies japonais de manière un peu classique. Je suis allée vers les Nikka, dans des bars en fait cette fois, encore une fois par curiosité. Je me suis dit: «Bon, celui-ci m'a pas plu, l'Écosse visiblement c'est pas mon truc, on va tester le Japon». Et là j'ai beaucoup aimé. Ensuite je suis allée vers les Jura. On m'a conseillé une bouteille de Jura Destiny et là pareil, Ah j'ai ouais, adoré. Ah bah ouais, je l'ai Jura, chez c'est moi pas Et mal, celle-là. ouais. C'est une de mes 3 bouteilles. C'est bah, moi voilà, légèrement c'est une fumé, de c'est très celles, agréable, ouais. oui, et finalement, j'étais un peu surprise parce que je me disais: «Mais c'est un peu fumé, donc c'est pas trop». Je pensais que j'étais plus adepte des goûts un peu iodés et en fin de compte, je me suis dit: «Bon, bah, puisque t'aimes ça, on va peut-être y retourner». Et j'ai retesté et là, cette fois, bah, j'ai vraiment apprécié. Donc en fin de compte, en l'espace de 3 ans, mes goûts ont complètement C'était évolué. pas la bonne porte d'entrée, peut-être. Bah, oui et non, parce que en fait, n'importe quelle porte d'entrée m'aurait convenu parce que je suis vraiment têtue et que j'avais décidé que je voulais aimer le whisky, j'avais décidé que je voulais aimer un whisky écossais. En Ouais, il plus, pour fallait le le coup, trouver, j'adorais quoi. un peu, enfin, je trouvais qu'elle était chouette l'image, enfin l'histoire de ce whisky parce que je m'étais un petit peu renseignée. Il y avait le côté, ah oui, on est sur un ancien site druidique, enfin, c'était hyper romantique. Moi, ça me plaisait complètement. Et après, bon, le goût me plaisait pas, me plaisait pas, mais je me suis entêtée un petit peu. Je me suis habituée au côté un peu sbam de l'alcool très fort. Et bah, du coup, je suis contente parce que j'ai un peu redécouvert un whisky que je pensais détester. Donc ça fait un de plus dans les whiskies que je peux apprécier. C'est marrant que tu t'aies dit qu'au début tu l'avais trouvé vraiment trop tourbé parce que je le trouve pas tourbé du tout. Moi, je le trouve, ouais, pareil. Je trouve. Il y En a, fait, il y a- il est. Ah moi j'ai Il pas a un- encore il y a goûté une et petite j'ai fait base un genre le petit sage. peu. Il y a une base Ah, un t'as petit pas. peu grasse, mais je le. Enfin, disons que j'ai bu des whisky beaucoup plus tourbés, donc du coup, dans Tout à fait. ma hiérarchie, elle est un petit peu tirée vers En le fait, haut. ouais. En fait, enfin, je trouve, à l'odeur, il a un peu l'odeur d'un sirop d'érable fumé, Mm. mais c'est pas spécialement tourbé. Et au goût, c'est pareil. C'est plus un petit goût de fumée qu'un goût de tourbe. Je pense que vraiment, j'étais pas du tout habituée. À l'époque, je Mm. buvais de temps en temps un peu de vin. Vraiment aucun autre alcool, pas de bière, le rhum, c'était hyper rare et du coup, c'est le premier truc qui m'a agressé les papilles, mais parce que j'étais pas du tout habituée et au final, j'ai découvert d'autres whiskys beaucoup plus tourbés que j'apprécie, en fin de Oui, compte. il faut pas non plus oublier que ce qu'on déguste aujourd'hui n'est pas la bouteille que tu as dégustée et que c'est du single malt. Donc tu peux très bien avoir d'une année sur l'autre ou d'une période à l'autre ou peut-être en fonction de la bouteille ou d'un finish Mm. particulier, un goût légèrement différent, voire tout à fait différent. Donc on va pas prétendre que celui que tu as goûté n'était pas tourbé. Mais je sais que celui Mm. que j'ai là ne l'est pas. Il y a peut-être oui, si on cherche vraiment, il y a une petite base un petit peu légèrement amère, mais elle est très vite un petit peu supplantée par le côté un petit peu plus fruité que je trouve. Alors, on va commencer par la vue. Quelle est la couleur de celui que vous avez? Parce que vu qu'on a chacun notre bouteille, Mm. on a peut-être chacun une bouteille d'un fût différent. Moi, je le trouve presque orangé. Mm. Mais moi j'aurais dit ambré. Un Ouais, peu il y a ambré. des reflets ambrés dedans. Ouais. Ouais. Et reflet doré. Moi je partirais là-dessus.
Je vais éviter de lire Euh, ce qui est marqué sur le coffret comme un C'est débile une- pour c'est en une- devenir malin. c'est- en, Je tout, vais en tout éviter. cas, c'est une, En c'est fait, une belle l'objectif, couleur. c'est ça, c'est de donner notre avis d'abord et après on lira ce qui est écrit sur le. C'est sur la une, c'est une description. belle couleur, elle est, C'est vrai. elle est assez intense, Mm. profonde. Moi, j'aime beaucoup. Au nez, comme je disais, il me rappelle un petit peu le sirop d'érable et un peu le bois fumé. Ce qui colle avec sa couleur qui sans être aussi orangé que le sirop d'érable, aussi foncé que le sirop d'érable, elle le rappelle un petit peu. Ok. Moi, j'ai une Moi, je suis sensation presque. plus de caramel, mais Ouais, ouais, j'allais ça. dire ça. Moi, j'allais dire quelque chose de fruité, mais un peu fruité, mais très sucré, comme presque de la confiture, quoi. Mm. Mm. Et puis, effectivement, une petite pointe fumée en finale. On va Mais goûter. assez fort en alcool dès l'odeur, quand même. Bah, oui, en plus, toi, tu es à 48, donc Ouais. normal. Mais même à 40, il est profond. Hein, Mm. il est pas mièvre. Alors que souvent, les Oui, 40, faut pas mettre le nez dedans Mm. et pas aspirer trop fort. il y a des 40 qui sont beaucoup moins puissants que ça. Celui-là est assez présent. Au goût, personnellement, sur la bouteille que j'ai, je retrouve ce que j'avais au nez, donc un petit effet peut-être de fruits confits au sirop d'érable, ce qui est pas désagréable. L'alcool est pas trop présent en bouche, sauf vers la fin, ce qui est plutôt pas mal. Et ouais, on retrouve un petit peu le fumé, mais c'est pas trop présent. Donc oui, peut-être que tu étais tombée, Lisa, sur une bouteille qui était un petit peu trop fumée pour ton palais non habitué. Oui, puis je pense aussi qu'à l'époque, j'avais vraiment des mauvaises habitudes en termes d'alcool. C'était que des vins très sucrés. Et maintenant, je déteste ça, justement, le sucre dans l'alcool. Mm. Et du coup, ça a fait un clash en termes d'habitude. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, ça, Ah oui, avec ça le fait un puis sacré avec le temps, contraste. c'est vrai que les goûts changent. Hein. Mais j'avoue que j'étais assez surprise de changer de goût en 3 ans. C'est-à-dire que vraiment, quand on a dit, bon, on fait l'émission sur la Berlor, j'étais là, parfait, je vais pouvoir le tracher, dire tout le mal que j'en pense. Donc je l'ai regoûté. Et j'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais où est-ce que tu as trouvé tout ça à l'époque? Donc Non, mais finalement, je peux comprendre. J'ai eu pareil avec les bières, en fait. J'ai pendant très longtemps été sur des bières très fortes, des triples, des trucs à plus de 5 degrés, forcément, pour y trouver du goût. Et en fait, maintenant, je peux plus. Et je suis passé sur carrément des choses beaucoup moins sucrées, beaucoup plus légères, en fait, alors qu'il y a 3 ans, je m'imaginais pas faire ça. Enfin, vraiment pas du tout. mhm. Oui, il faut aussi noter que si tu as une légère pointe d'amertume et que tu n'as pas l'habitude de boire des choses qui ont une certaine amertume, aussitôt, ton cerveau va rejeter, il va bloquer, parce que l'amertume, ancestralement, ça veut dire attention, Oui, c'est pourri. jamais bon. Donc, il y a un vrai apprentissage pour un petit peu déconnecter tout ça. Et moi, je me souviens de mes premières bières très amères, elles ont aussi fini dans l'évier parce que j'étais incapable de les boire, alors que maintenant, j'adore ça. Donc, non, bah oui. Entre-temps, je me suis mis aux bières amères et au café. Donc, j'ai Voilà, un donc petit peu appris c'est ça, l'amertume, quoi. à un moment donné, tu habitues ton palais et surtout ton cerveau à aller chercher cette amertume. Et, alors qu'au Avoir mal. début, la moindre petite amertume, tu la ressens comme « Oula, c'est quoi ce truc? C'est pas pour moi. » Alors, les appellations officielles, donc la robe est or ambré avec des reflets rubis. Ah, ça va, on n'est pas loin. On l'avait à peu près. Au nez, il est rond et doux avec des notes fruitées. Ça, vous l'aviez aussi. Oui, il n'y a pas de fumée. On parle pas de fumée. Pas au nez, apparemment. Ok, bon, moi j'en ai un Au peu. palais, il parle d'intensité du sherry avec arôme fruité mêlé de cacao, toffee et épices. Ok, moi j'ai une petite pointe légèrement, je dirais pas acide, mais un petit peu J'aurais dit de la cannelle. fruits agrumes ou quelque chose comme ça, ou peut-être Bah, peut-être cannelle ou cardamone, tu vois, un truc qui donne une petite pointe très subtile, agréable, qui allège le côté un peu sucré. Alors là, justement, j'ai une question. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as mis longtemps à percevoir? Parce que moi, quand je lis ce genre de description ou quand on m'en parle, je sens pas du cacao ou de la cannelle. Enfin, j'apprécie le goût, mais j'ai encore vraiment du mal à discerner des goûts particuliers. Alors c'est tout un apprentissage et moi j'ai fait 3 ans en amateur, mais oui, non, j'ai fait 5 ans parce que j'ai triplé ma 3e année, on avait le droit, d'œnologie. Donc j'ai un petit peu appris à développer mon nez et à apprendre à distinguer
les différents parfums. Et d'ailleurs, un des exercices qui nous avait été recommandé par le prof, c'était tous les matins au réveil de prendre un objet, donc ça pouvait être un fruit, une pomme, une noix, une bouteille d'huile, et de la sentir, donc quand on a encore le nez bien frais, de la sentir et d'imprégner dans sa tête les sensations que l'on a avec le nom de ce que c'est. Donc progressivement, au fil des semaines, des mois, des années, on est capable de mieux distinguer les différentes choses. Et après, on se fait guider par quelqu'un qui sait et qui va progressivement nous amener à dire ça, cette petite pointe que tu sens, c'est pour moi une mandarine ou un citron ou quelque chose. Donc voilà, je peux le recommander à tous, c'est ce petit exercice tous les matins au réveil. Vous prenez un truc dans votre cuisine, ou même ça peut être un morceau de cuir, un morceau de bois, et le sentir assez intensément pour s'imprégner et distinguer progressivement toutes ces odeurs. C'est une jolie manière de commencer sa journée en plus. Ah ouais, c'est très très chouette. Ouais. J'ai fait ça pendant longtemps et c'était très formateur. Et t'arrives à te retenir. Si t'en es à l'étape vieux cuir, c'est peut-être pas forcément le... quand tu es dans la dégustation de vin, il peut t'arriver d'avoir vraiment des sensations très, très puissantes. Et la question n'est pas de sentir forcément de manière très puissante, mais d'être capable de l'identifier, parce qu'elle peut être sous-jacente en deuxième ou troisième odeur. Et si tu ne l'as pas sentie de manière intense, tu as du mal à la définir. Alors que là, tu vas dire, ah oui, je me souviens, tac, on est sur la selle de cheval que j'avais stockée dans la cave et que j'ai été sentir il y a 6 mois, et ça me rappelle ça. Et en même temps, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire, non, c'est absolument comme ci, comme ça. Les grandes règles, évidemment, elles sont normalement justes. Mais quelqu'un qui va dire, moi, c'est du citron, moi, c'est de la mandarine, balèque. Hein, oui, c'est de l'agrume. C'est déjà pas mal quand on va de l'agrume, ouais. En fait, moi, quand j'essaye d'éviter de regarder les descriptions avant de goûter pour la première fois. Oui, toujours à l'aveugle. Et après, justement, j'essaye de me dire, tiens, à quoi ça me fait penser ? Comme là, on a fait au début, à quoi ça nous fait penser ? Et lire après la description pour voir si je retrouve des choses. Par exemple, moi, j'ai senti et goûté du sirop d'érable. Il n'en parle pas, mais il y a du fruit, il parle de toffee, il y a du caramel, ouais. C'est des choses et d'épices, ce sont des choses qu'on retrouve dans la saveur. Oui, tu es dans les mêmes thématiques. Donc du coup, c'est pas, on va dire, je suis pas trop à côté. Et une note finale, chaude et intense aux délicates notes fumées, le fumé, on l'a. Hein. Ouais. On l'avait même, en tout cas, je l'ai à l'odeur. Moi, je l'avais au nez aussi, ouais. Moi, je l'avais au nez, mais pas forcément au goût. Sur ton édition spéciale qui n'a pas été filtrée à froid. Alors, honnêtement, je serais curieux de voir le normal, parce que je ne sais pas ce qui change. Mais à 48 degrés, tu as peut-être intérêt à mettre une petite goutte d'eau pour... Eh ben, je l'ai fait. Je ne l'ai pas dit parce que vous étiez en train de parler. Mais j'ai appris ça chez Bushmill, la distillerie, et depuis, je le fais tout le temps parce que ça évite de se brûler la langue et de rien sentir après. Et en plus, ça dégage les parfums de manière beaucoup plus intense. Une petite astuce que j'ai découverte en dégustant du rhum dans une initiation où on avait 5 rhums à déguster, c'est qu'il faut laisser le moins de place possible à l'air dans la bouche pour éviter justement que l'alcool s'évapore et brûle les papilles gustatives. Oui, non, mais ça c'est parce que c'était du rhum, on t'a dit prends-en une grosse gorgée. mais justement... Ferme les yeux, bouge-toi le nez, ça fera... Depuis, je l'applique à tous les alcools, et c'est vrai que, en fait, en prenant une toute petite gorgée dans une toute petite... en minimisant la quantité d'air de volume libre dans la bouche, au tout début, ça permet de... la bouche, C'est ça. Alors moi, j'ai une petite question. Vas-y. Vous l'avez payé combien, la bouteille ? Moi, j'ai payé un petit bout de temps. Je crois que c'était une 40aine d'euros. Moi, ça doit être 35, 36. Ouais, moi, j'étais à 43. On est dans les mêmes... Okay. De mémoire, j'avais mis une 30aine d'euros dedans. Ah ouais, je crois. Bien, pas mal. Oui, mais moi, je suis en Belgique, la TVA est plus chère. Alors, avant de conclure, il y a un accord des mets indiqué sur le site de Aberlour. Il le conseille avec de la terrine de canard au pruneau, avec une gelée faite justement avec l'Aberlour 12 ans d'âge, ou un faisan rôti au raisin flambé avec l'Aberlour 12 ans d'âge, ou alors une perdrix rôtie dans son jus et pommes soufflées.
Évidemment, bien sûr. On fait ça Évidemment. tous les week-ends. Après la chasse, Bah moi, la terrine, tu je fumes la prends. perdrix. Une terrine, pourquoi pas, avec ce petit whisky. Moi, j'ai essayé sur des saumons d'Écosse, c'était pas mal. Mais j'ai pas essayé sur des volailles. Ah bah, je vais essayer. On va sortir le pâté, là. Allez, ça y est. Ouais, sur le pâté. Par contre, t'as pas le droit au cornichon. Hein. Le pâté, d'accord, mais le cornichon, non. Hein. Ah, c'est interdit. Oh, pourquoi pas, avec une saveur qui tranche. Pour aller taper dans de l'acide sur le... Ah, bah, essaye, mais je te garantis pas le truc. Hein. En tout cas, moi, je suis pas sûr. T'essayes, tu me dis si c'est bon, je te fais confiance. c'est Mais dégueulasse. j'y vais pas en premier. Hein. Eh bien, on arrive à la fin. Un petit... Est-ce que vous le conseillerez, ce whisky? Et à qui? Est-ce que vous le conseillerez à un débutant? Lisa, je pense que vu ton expérience, tu dirais non. Le problème, c'est que je saurais pas quoi conseiller à la place. En fait, je pense que je m'aventurerais pas à conseiller un whisky. Éventuellement, Est-ce- peut-être un Nika. Est-ce que tu te parce souviens du premier que tu as vraiment apprécié? Le Nika. Je sais plus exactement lequel, parce que c'était dans un bar et que j'avais plusieurs Nika. J'ai posé mon doigt sur la carte et j'ai dit lui. Mais je dirais un Nika pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux alcools forts. Mmh. Parce qu'il Oui. m'a vraiment réconcilié avec le whisky, avec l'idée qu'un alcool fort pouvait être intéressant et pouvait ne pas tout de suite arracher les papilles. C'est ça l'avantage des whiskies japonais, c'est qu'en général, ils sont très, très... Enfin, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Ils sont pas du tout agressifs. Et très floral plutôt que d'être dans le côté de la tourbe. Pas tous, mais c'est vrai qu'ils sont souvent floraux et surtout, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas tu t'en prends pas plein la gueule, quoi. Donc ça peut être une bonne approche. Moi, je le conseillerais quand même assez bien comme pour débuter, avec un accompagnement, mais ça fait partie de... En général, les Speyside, je trouve qu'ils sont plutôt adaptés pour juste découvrir un bon petit whisky. Sinon, pareil, Glenkinchie, c'est pas mal aussi. Des choses qui sont pas trop violentes, mais assez sympas. C'est vrai que je le trouve plutôt doux, plutôt agréable. Ouais. Je pense que comme il n'est pas vraiment tourbé, il est plutôt très légèrement fumé. Je le prendrais bien comme initiation vers une gamme plus tourbée, justement, vers des vrais whiskies. Vers des choses Bah, plus... je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vais peut-être un peu nuancer. Je le trouve honnêtement assez sucré. Trop pour moi. Ouais, je le trouve un peu trop sucré. Mais après, c'est mon goût. Enfin, Donc, parfait pour débuter. Mais c'est ce que je me dis, c'est que c'est Ouais. mieux pour débuter, parce que des choses vraiment très sèches, très, très accrocheuses, quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même assez... Et il est assez équilibré. C'est-à-dire que il n'est pas tourbé, il est pas trop alcoolisé, il est pas trop sec, donc il est assez équilibré. Donc je considérerais plus cette bouteille comme un peu un passe-partout. C'est-à-dire que on peut le servir à quelqu'un qui aime bien le whisky sans faire une fausse note. On peut l'offrir à quelqu'un qui aime bien le whisky, ça va pas détonner. Il passe très bien en apéritif. C'est ça. Alors moi, je bois jamais de whisky en apéritif, sauf ce soir, parce que j'ai pas encore mangé. Mais je trouve que... voilà, c'est ma première. La plupart des whiskies sont plutôt des digestifs, mais bon, de temps en temps, ça marche aussi. Et je trouve qu'en apéritif, il marche plutôt bien. Et c'est pas le genre de whisky que je sortirais en hiver au coin du feu, quoi. Il manquerait un peu de corps pour moi. Et ouais, et voilà, ça révolutionne pas le genre, je trouve quand même, parce que au prix, à 40 €, il y a des fois quelques petits trucs qui peuvent sortir plus du lot, qui vont avoir des composantes un peu plus particulières, mais ça reste une valeur sûre en fait. C'est ça, moi, je le définirais c'est comme peut-être classique, quoi. légèrement cher pour ce genre de whisky, mais au moins il a l'avantage, c'est qu'il est bien fait, c'est sans surprise. À offrir, c'est super. C'est un chouette Ouais, whisky c'est d'initiation exactement ça. à offrir. Et alors, je sais pas sur quoi ça se basait, mais j'ai lu tout à l'heure en faisant quelques recherches du coup sur la Berlor, qu'apparemment c'était le whisky le plus consommé en France. Ah, ça m'étonnerait pas. Ouais. Il est français, il appartient à Pernod, alors du coup il est mis en avant. Ah bah c'est pas étonnant, il est plutôt bon et pas trop choquant, on va dire. Sauf pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'alcool, mais enfin des boissons alcoolisées. Mais c'est vrai que oui.
Non, mais de toute façon, ce genre de choses, ce genre de boissons, il faut les accompagner. C'est pas le genre de truc qu'on peut réellement déguster seul. Il faut quelqu'un pour aider. Puis après, pour ramener à la Bah, maison. Pour reprendre les c'était clés de la peut-être voiture. Ah, je suis pas seul, il y C'était a mon peut-être chat. mon erreur. C'était peut-être mon erreur, justement, mais moi, j'avoue que j'ai jamais dégusté de whisky avec quelque chose à manger. La seule exception, c'est la bouteille qu'on m'a offerte à Noël, où du coup, je l'ai testé directement avec la bûche. Mhm. Mais sinon, en fait, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été l'apéritif, vraiment en mode je rentre du boulot, je me pose, et voilà, je me sers un verre et parce que j'ai l'impression qu'après manger, mes papilles sont émoussées et que Mais ouais, finalement, c'est peut-être ça qui est le bon truc. Moi, j'ai déjà fait déguster des whiskies à des gens qui voulaient s'y mettre et qui n'y connaissaient rien. Et on les a fait plutôt, alors pas le soir, mais plutôt le midi, en digestif, après un repas pas forcément très très lourd, mais tranquillement dans le canapé. Et justement, dans la mesure où leurs papilles étaient un petit peu émoussées, ça permet un petit peu d'adoucir l'attaque et de commencer à décrire en douceur. Et ça marchait plutôt bien, plutôt que à l'apéritif, c'est un peu chaud quand même. Ouais. Ah, À moi, l'apéro à jeun avec les papilles toutes neuves. Ouais, Voilà. c'est quand on n'a Ouais, jamais j'ai bu vraiment rien fait comme il d'alcool fallait. fort. Mais moi, le Dijon le midi, après, je fais une sieste. Hein. Enfin, Bah, après, ça dépend de la un whisky, quantité c'est que tu bois. obligatoire. Hein. Ça dépend Ah, de la même un, quantité. ça suffit. Ça me... Ok, Après, bon. je vais dormir. Ok. C'est même pas forcément l'alcool, hein, c'est l'ambiance whisky. Moi, c'est vraiment le souvenir de l'apéritif chez le grand-père. Avec, Ouais, ouais. on est posé tranquille et on sait que la soirée va être bien, bien sympathique. Mais c'est vrai que Donc, ouais, si je bois un whisky on- en Dijon le midi, ça va envoyer les mauvais signaux. peut-être, ouais. Mais en initiation, moi, j'ai été initié en digestif un midi et j'ai initié des gens en digestif le midi, enfin après manger, et ça a plutôt bien marché C'est à vrai chaque que fois. oui, pour un premier contact, c'est Ouais. une bonne idée sur des papilles un peu émoussées. C'est la bonne ambiance. Oui, et puis Aussi. t'as mangé, t'as plus faim, t'es tranquille, t'es calé dans le canapé, c'est super. Et bien sûr, ces bonnes paroles, on va terminer cet épisode. Et notre verre. On va faire un petit... Et puis terminer tranquillement notre verre. On va refaire un petit tour de table. Blast, où peut-on te retrouver? Alors moi, souvent, c'est sur Twitter, sur Blast & Co, BLASTANDCO, ou bien sur lesondiers.com. Hugo, on te retrouve donc Alors, pendant... Ouais, actuellement, dans Adapte-moi si tu peux, dans certains épisodes, si je me trompe pas, le prochain, normalement. Et donc, Adapte-moi si tu peux sur Twitter, Facebook, Instagram et vos applications de podcast habituelles et préférées. Lisa, on te retrouve donc à la prochaine pleine lune dans la menstruelle. Exactement. Donc, j'ai jamais goûté, mais a priori, c'est moins tourbé que le whisky. Mais ça peut faire des émotions fortes quand même. Et voilà, donc on ne s'adresse pas que aux personnes qui ont des règles. On essaie de parler à tout le monde pour que ceux qui ne sont pas directement concernés puissent apprendre 2-3 trucs. au moins de et comprendre, nous, on oui. apprend plein de trucs aussi. Eh bien, merci à vous. Et merci pour vos témoignages et votre partage. Et toi, Aymeric, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu ne t'es Bah, pas auto-interrogé? Ah, je me suis pas auto-interrogé. Moi, on peut me retrouver dans tout un tas de podcasts du label Podcut, l'école des facs, le roi Steven, G7, entre autres. Eh ben, Voilà, merci, bonne soirée, bonne journée. Merci pour l'invitation. Bonne course si vous nous écoutez et bonne en dégustation. courant, bon bain si vous nous écoutez en vous baignant, et bon whisky si vous nous écoutez en dégustant un petit verre d'Aberlour ou d'un autre. Ouais. Merci, bye bye, et à la prochaine peut-être. À la prochaine. Bye bye. Merci, ciao. Ciao. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time.